Notre invitée ce matin, Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes et qui publie Le deuxième sexe de la démocratie aux éditions de l'Aube. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Député, est-ce que vous seriez levé pour applaudir Gérald Darmanin à l'Assemblée nationale ? Écoutez, les membres du gouvernement n'ont pas le droit d'applaudir. Donc parfois, c'est très tentant. On a envie d'applaudir telle ou telle loi, telle ou telle intervention. Mais il est interdit pour les membres du gouvernement d'applaudir à l'Assemblée nationale. Non mais, je vous ai dit député. Je ne suis pas députée. Non mais si vous aviez été député, vous seriez levé ? Je ne réponds jamais aux questions avec des si parce que c'est trop facile de vous dire si j'avais été là, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Je ne sais pas. Bon. Vous fuyez la réponse, si j'ai bien compris. Pas particulièrement. Non. Mais... Est-ce l'histoire d'un homme qui utilise son pouvoir pour obtenir des faveurs sexuelles ? Écoutez, j'en ai pas la moindre idée. Je n'ai pas accès au dossier. Tout ce que j'ai vu, ce sont des articles dans la presse. Et je me suis exprimée à l'antenne d'une radio pour dire deux choses. Un, que cette affaire concerne un membre du gouvernement et que donc si en tant que membre du gouvernement je donnais mon avis, ça pourrait être perçu comme une pression dans un sens ou dans un autre. Et je me suis exprimée pour dire une deuxième chose qui était un appel à la retenue de la presse parce que moi je suis toujours un peu affligée quand on a un déballage de la vie intime, réelle ou supposée, à la fois du ministre Gérald Darmanin mais aussi de la femme qui l'accuse de viol. Donc vous ne vous engagez pas, vous ne portez aucun jugement, aucune remarque, rien. Bien. J'attends que la justice fasse son travail. Vous parlez de retenue. Je parle de retenue Est-ce de la que vous presse. avez fait preuve de retenue dans l'affaire Jonathan Daval ? Je fais preuve d'énormément de retenue en ce qui concerne toutes les affaires très nombreuses qui existent et qui concernent des meurtres de femmes, des enlèvements de petites filles, des viols, du harcèlement sexuel. Croyez-moi, il y a un nombre incalculable de fois où je me retiens énormément, eu égard à tout ce que je vois et tout ce que j'entends. Vous êtes retenu dans l'affaire Jonathan Daval ? C'est pas une question de retenue. Parce que si vous ne vous étiez pas retenu, qu'auriez-vous dit ? C'est une bonne question. Je crois que c'est une très bonne question. Je crois que c'est pas une question de retenue. Qu'est-ce qu'il faut savoir là-dedans ? Première chose, je ne suis pas intervenue dans une affaire judiciaire. Je n'ai pas commenté ni une plaidoirie d'avocat, ni une décision de justice. En revanche, j'ai alerté l'opinion sur le traitement sémantique et médiatique qui est réservé à toutes ces affaires que je viens de citer. Vous avez commenté des propos des avocats de Jonathan Daval. J'ai commenté un article, et c'est la capture d'écran que j'ai faite, un article qui faisait ce que l'on appelle du victim blaming, c'est-à-dire qui renverse la responsabilité et qui fait comme si la femme était victime. Ce n'est pas pour l'affaire Daval en particulier. C'est quelque chose de général que j'ai toujours dénoncé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quel message est envoyé aux femmes qui sont victimes de viols, de violences, et comment elles intériorisent le fait que potentiellement elles pourraient elles-mêmes être responsables des violences qu'elles subissent. Vous avez jugé scandaleuse la défense de l'avocat de Jonathan Daval. Je n'ai pas jugé scandaleuse la défense. J'ai le plus profond respect pour les droits de la défense. Ça fait partie de l'état de droit. Chaque personne, quel que soit ce qu'elle a fait ou ce qu'on présume, a droit à un avocat. Ce n'est pas la défense que j'ai jugée scandaleuse. C'est cette ligne qu'on appelle encore une fois du victime. Alors, je vous cite. Nous dire elle a une personnalité écrasante, c'est pour cela qu'elle aurait été assassinée. Je trouve ça proprement scandaleux. En disant cela, on légitime le féminicide. C'est ce que vous avez dit, vous assumez ces propos. Ah oui, j'assume tout à fait ces propos, mais je voudrais rappeler qu'ils sont sortis du contexte, puisque entre ces deux phrases, il y a d'autres phrases. Oui, mais enfin, ces phrases-là existent. Moi, je veux bien le contexte, mais elles existent. Donc, c'est votre avis, c'est votre opinion, c'est votre engagement. C'est pas une question d'avis ou d'opinion, c'est une question d'analyse et de combat culturel. Et pour mener ce combat culturel, c'est la lettre de mission que m'a donnée le Premier ministre. Il m'a donné une lettre de mission en me disant « Vous devrez mener ce combat culturel et alerter l'opinion publique sur la réalité de ce que vivent les femmes. » Pour ça, j'ai deux armes, l'action publique et la parole publique. La parole publique, elle permet d'alerter sur ce qu'on appelle le fait de blâmer les victimes. Vous avez dit c'est un assassinat. Je n'ai pas dit ça, c'est un assassinat. J'ai dit le féminicide. Non, j'ai dit le féminicide. Il faut mettre les mots dans le bon ordre et garder tous les mots. C'est pour cela qu'elle aurait été assassinée. C'est ce que vous avez dit. Je ne niais pas ce que vous avez dit. Pardon, Jean-Jacques Bourdin. Je parlais du cas général. Je suis partie de cette affaire en particulier en parlant ensuite du féminicide. Et j'ai dit le féminicide. Le féminicide, c'est un assassinat. Ce n'est pas, etc. Non. Pourquoi un assassinat ? L'idée, c'est de dire que... un crime ?
Oui, vous avez raison, ça peut être un crime, c'est un abus de langage de ma part. Peut-être que j'aurais dû dire crime ou meurtre au lieu d'assassinat. Là, vous avez raison. Mais l'idée générale pour moi, c'était d'alerter à ce traitement. Vous savez, à chaque fois qu'une femme est violée, on lui dit mais qu'est-ce que vous faisiez toute seule dans la rue en mini-jupe? Pourquoi vous étiez dehors à 3 heures du matin? Est-ce que vous n'avez pas un peu aguiché l'homme? Et on lui demande de se justifier. Et c'est ce seuil de tolérance de la société aux violences sexistes et sexuelles que j'appelle à abaisser et à revoir. Et ça passe par le traitement journalistique. Bien, vous ne regrettez pas ce que vous avez dit? Pas du tout. Pas du tout. Bon, votre projet de loi de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, présentation au mois de mars, hein, c'est bien cela, Marlène Schiappa? Au Conseil d'État, a priori au mois de mars, oui. Au mois de mars. Alors, allongement des délais de prescription pour les crimes sexuels sur mineurs? Oui. Jusqu'à quand? L'idée, c'est d'allonger à 30 ans pour prendre en compte 2 phénomènes. D'abord, la mémoire traumatique, c'est-à-dire le fait pour des personnes qui ont été violées, femmes ou hommes, au demeurant quand ils étaient enfants ou jeunes, d'avoir oublié et ensuite de s'en souvenir. Et deuxièmement, le fait que parfois, on n'est pas armé pour judiciariser un crime sexuel que l'on a vécu quand on est jeune adulte et il faut attendre de grandir pour cela. Instauration d'un non-consentement présumé des enfants en matière de relations sexuelles, ça c'est très intéressant, un âge au-dessous duquel un mineur ne peut consentir. Quel âge? On est en train de réfléchir. L'idée, a priori, ce serait d'aller vers 15 ans. C'est le sentiment du président de la République. Il l'a dit à l'Élysée quand il a lancé la grande cause du quinquennat. C'est mon sentiment également. C'est ce qui ressort des consultations. 13 ans, disait Nicole Belloubet. Vous préférez 15 ans? Non, c'est pas une question de Nicole Belloubet ou moi. C'est général. C'est a priori 15 ans. Cela dit, une petite précision. On doit trouver vraiment la bonne rédaction pour faire en sorte que le Conseil constitutionnel valide l'âge de 15 ans. Donc on est en train de voir comment on peut tourner cela. Nicole Belloubet et moi, main dans la main. Le harcèlement de rue puni, on est bien d'accord? Verbalisé, absolument. Verbalisé, une amende? Une amende. L'idée, c'est d'avoir du flagrant délit. Oui. C'est que quand il y a un phénomène de harcèlement de rue ou d'outrage sexiste, les forces de l'ordre, la police de la sécurité du quotidien qui sera créée par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, puissent verbaliser en flagrant délit en mettant une amende à la personne qui harcèle la femme dans la rue ou dans les transports. Donc une amende? Une amende. Bien d'accord, avec absolument. la police de sécurité du quotidien. C'est ça, avec une amende. Bien, difficile de trouver, puisqu'on parle de violence, c'est une forme de violence sexiste, difficile de trouver un emploi quand on porte le voile. Oui. Vous avez vu les témoignages de toutes ces Absolument, femmes? Je les ai vus. Quand on passe un entretien d'embauche, que faire? Écoutez, je pense qu'il y a 2 choses. D'abord, un certain nombre d'emplois qui demandent de ne pas avoir de signes religieux ostentatoires. Je pense là aux agents d'État, au corps enseignant et à tous ceux qui représentent l'État et qui demandent donc de ne pas avoir de signes religieux ostentatoires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce qui concerne l'emploi privé, où là, dans le privé, chaque individu majeur, éclairé, a sa liberté de conscience et est autorisé à porter tel ou tel signe religieux. Beaucoup de femmes témoignent en disant « Je suis obligée d'ôter mon voile avant de passer un entretien d'embauche. Sinon, je ne suis pas engagé. » Vous le regrettez? Vous condamnez cette attitude des chefs d'entreprise? Écoutez, la discrimination, elle est interdite par la loi. Donc ce n'est pas moi personnellement. Quand on n'embauche pas quelqu'un pour sa religion et qu'on est dans un secteur privé, puni par la loi. C'est une forme de discrimination. Puni par la loi. La discrimination, elle est déjà punie par la loi. Au demeurant, moi j'ai signé une convention avec le défenseur des droits, Jacques Toubon, qui s'occupe de cela. Il peut être saisi facilement et gratuitement par toute citoyenne ou tout citoyen qui s'estime discriminé. Et ensuite, il peut investiguer sur cela. Faut-il rendre obligatoire le congé paternité? Écoutez, moi j'ai demandé que le gouvernement lance une mission auprès de l'Inspection générale des affaires sociales. Vous savez que pendant 10 ans, j'ai présidé un réseau de mères actives et notre première revendication en tant que lobbyiste en direction des pouvoirs publics, c'était l'allongement et la meilleure indemnisation du congé paternité. Donc avec 3 de mes collègues, Gérald Darmanin, Agnès Buzyn et Muriel Pénicaud, nous avons demandé à l'IGAS une mission pour étudier tout ce qui est possible pour améliorer le congé jours aujourd'hui. Oui, l'idée c'est d'aller vers un allongement. 14 jours. Et ou une meilleure rémunération. Vous êtes favorable à... Moi, je peux pas, j'ai pas de religion sur le... Vous n'avez pas de conviction sur le sujet? Non, ma conviction, c'est qu'il faudrait d'abord mieux le rémunérer. Parce que ce qu'on observe, c'est que 70% des pères... Donc il sera mieux rémunéré? Non, c'est mon souhait personnel, mais qui n'engage que moi. On verra ce que l'IGAS nous dit. Absolument, il faut le financer, tout à fait, vous avez raison. L'idée, c'est pas de faire des incantations. Mais 14 jours, ça serait bien? Moi, je pense qu'il faudrait l'allonger. Quand on regarde ce qui se passe dans les autres pays, il y a des pays dans lesquels vous n'avez pas de congé paternité ou de 3 jours. Il est fait, par exemple, en Italie, en Allemagne aussi, me semble-t-il.
semble-t-il. Mais il est plus important et surtout mieux rémunéré, bien sûr, dans les pays nordiques. Donc l'idée, c'est de voir comment on fait ce travail culturel pour qu'il soit admis que les pères le prennent. Mais peut-être je peux profiter de votre antenne pour rappeler qu'il est interdit pour les employeurs de refuser un congé paternité. Il est important de le dire aux jeunes pères qui vous écoutent et qui nous écoutent. Quand ils demandent un congé paternité, l'employeur n'a pas le droit de leur refuser. Alors pourquoi ne pas le rendre obligatoire, ce congé paternité? Écoutez, c'est l'avis de Valérie Pécresse, par exemple, oui, et d'autres. Oui, je l'ai vu parfaitement. Oui. Écoutez, il y a 3 choses. Première chose, en France, quand on rend des politiques familiales obligatoires, il y a parfois un effet cliquet, un effet de rejet. C'est ce qu'on a vu avec le partage du congé parental pendant la précédente législature. On l'a rendu obligatoire, il n'y a pas plus de pères qui l'ont pris, il y en a en réalité moins. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comment on fait en sorte que la politique soit effective. Le président de la République nous dit souvent, la politique, ce qui est intéressant, c'est l'exécution. Comment on l'exécute? Si on rend le congé paternité obligatoire, comment on l'exécute? Comment on fait pour obliger les pères qui ne veulent pas à le prendre? Et la troisième chose, c'est vraiment ce combat culturel. Et je crois que là encore, il est important vraiment de rappeler aux pères qu'ils ont des droits et de voir comment on peut mieux les rémunérer et éventuellement allonger ce congé paternité. Ce matin sur RMC, nous diffusons des reportages sur la non-mixité. Vous avez vu ça, évidemment, en Inde, en Grande-Bretagne, en Nouvelle-Zélande, des compagnies de taxis réservées aux femmes, des voitures dans les trains en Thaïlande réservées aux femmes, un festival de musique pour femmes en Suède, des métros ou des bus de filles au Japon. Serions-nous revenus au 19e siècle? Vous êtes favorable au développement de la non-mixité, sincèrement? Écoutez, je suis assez ambivalente parce que... d'un côté, je comprends complètement le désir de ces femmes qui s'exprimaient sur votre antenne ce matin d'être en sécurité, de se sentir libres de leurs mouvements sans être importunées ou harcelées ou d'autres choses. Je rappelle que 8 femmes sur 10 ont peur de sortir toutes seules le soir. Donc cela, je le comprends complètement. Mais ce qui m'interroge, c'est quel modèle de société voulons-nous? Moi, je crois profondément à la mixité et je crois profondément au fait que femmes et hommes, filles et garçons peuvent se mélanger dans le respect. Donc, je suis assez ambivalente, je comprends l'idée, mais notre modèle de société, pour moi, ça ne doit pas être la séparation des deux sexes, chacun de leur côté. Il faut maintenir une mixité. J'en suis persuadée, et je pense qu'il faut la garder. Salle de sport, transport en commun, enfin, etc., etc. Vous êtes contre. Transport en commun, je suis plutôt pas favorable à dire qu'il y aurait... D'abord, je trouve que ça nous interroge sur le rapport à l'homme et la représentation de l'homme. Une minorité d'hommes sont des violeurs, des agresseurs sexuels. Ils doivent être punis extraordinairement, sévèrement et avec exemplarité. L'immense majorité des hommes, heureusement, ne sont pas des violeurs et ne sont pas des agresseurs sexuels et doivent pouvoir aller en salle de sport et dans les transports avec les femmes et n'ont pas du tout envie de les harceler sexuellement. La question, c'est comment on fait pour que les femmes se sentent en sécurité et ne se sentent pas susceptibles d'être harcelées, intimidées, etc. C'est à ça que le gouvernement travaille, notamment la verbalisation du harcèlement de rue va mettre fin à une forme d'impunité à cet égard et va être utile, je le crois. Bien, la force de mon engagement est liée à la maternité. C'est ce que vous dites. J'ai vu l'article dans Le Monde qui était vraiment sur vous, qui était vraiment très très intéressant. Vous dites aussi, le seul fait de naître fille fait s'abattre sur la tête d'un enfant une tonne d'injustice. Oui. C'est vrai, aujourd'hui, c'est dramatique d'avoir une fille, de faire naître une fille. Je suis très heureuse d'avoir deux filles qui nous regardent avant d'aller à l'école. Je suis absolument comblée d'avoir la chance d'avoir deux filles. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est justement comment je fais pour que ces deux filles, parce qu'elles sont des filles et pas des garçons, ne subissent pas les injustices et les inégalités. Il suffit de prendre quelques chiffres et c'est terrible de se dire que quand un enfant naît fille et ne naît pas garçon, ça veut dire que statistiquement, elle sera moins bien payée à poste égal, qu'elle fera plus de tâches ménagères, puisque l'INED nous dit que 72% des tâches ménagères sont faites par les femmes et pas par les hommes dans les couples hétérosexuels, qu'elle aura plus de probabilité d'être violée, d'être harcelée sexuellement, etc. Alors ce que j'ai aimé dans cette interview, c'est que vous défendez l'égalité femmes-hommes, mais en même temps vous avez joué avec des poupées quand vous étiez enfant, et avec des Barbies. J'ai joué à la Barbie. Donc les jouets sexués, c'est pas dramatique. Mais j'ai jamais dit que c'était dramatique, les jouets sexués. Je dis dans cette interview que j'ai joué à la Barbie, que j'ai joué aussi aux voitures, au demeurant. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ce qui est dramatique, c'est ne pas avoir le choix. C'est-à-dire que vous êtes assigné à jouer à ça ou à ça. Mais avoir le choix et choisir la Barbie, ça n'a rien de dramatique. J'ai beaucoup aimé le rapport avec votre père, notamment, universitaire, historien. Il parle d'oppression
oppresseurs et oppressés. Vous êtes oppresseur? Vous êtes dans le monde des oppresseurs, vous, Marlène Schiappa? Écoutez, c'est pas dans un gouvernement d'Emmanuel Macron? On m'a interrogé de nombreuses fois. Mon père, en l'occurrence, a un engagement politique oui. qui est le sien. Je n'ai pas le même engagement politique. Je n'ai pas la même lecture, notamment sur le développement lui, économique. Lui, c'est lui, et vous, c'est vous. Absolument. Absolument, oui. Il a voté pour Emmanuel Macron, votre père? Je ne pense pas qu'il ait voté pour Emmanuel Macron, mais encore une fois, nous sommes dans un pays libre. Je suis adulte et émancipée. Je ne suis pas tenue de voter comme mon père. Dieu merci. Ça, c'est sûr. Vous portez la Corse autour du cou. Oui. Vous aimez la Corse? J'adore la Corse. Je suis à moitié corse. Est-ce que le peuple corse existe? Moi, je crois que le peuple français existe. Après, je comprends que par facilité de langage, peut-être, on s'attache à parler du peuple bourguignon, du peuple breton, du peuple corse pour marquer une forme d'attachement affectif. Mais moi, je crois à la République avant tout. La Corse, mention spécifique dans la Constitution, vous y êtes favorable ou pas? Écoutez, là, j'ai pas à y être favorable. C'est un sujet extrêmement délicat sur lequel il y aura une d'accord, position. Vous avez un avis quand même. Le sujet, c'est pas mon avis personnel. Comment? C'est pas votre avis. Non. Mais pourquoi vous n'avez jamais d'avis? Alors, d'abord, avant, vous me reprochez d'avoir trop d'avis, maintenant d'avoir jamais d'avis. Non, mais sur les questions qui fâchent, vous n'avez jamais d'avis. Non, pourquoi? pas du tout. Non, c'est que assumez votre différence, justement. Monsieur Bourdin, pardon, mais je crois que s'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas me reprocher, c'est bien de ne pas assumer d'avoir des avis. Je suis très content, alors allez-y. Mais là, vous ne m'avez pas invité en tant que citoyenne corse, ou française, ou qui passe par là. Je vous ai invité en vous m'avez invité en tant que secrétaire d'État, donc en tant que membre du gouvernement. Vous comprendrez qu'à la veille du déplacement du président de la République en Corse, que vous allez accompagner, bien sûr, avec lequel je me déplacerai, c'est au président de la République. Donc aucun avis sur le rapprochement des prisonniers corses qui sont actuellement sur le continent? Moi, je crois que de façon générale, il y a une question autour des prisons. Et la garde des Sceaux la prend très à cœur et très au sérieux. Et elle mène un travail vraiment que je crois qu'il faut saluer avec un grand courage. D'accord, mais le rapprochement, non, vous n'avez pas d'avis. Non, si, mon avis, c'est que de façon générale, il faut faire en sorte que les personnes qui soient emprisonnées puissent avoir un accès à leur famille plus Donc les rapprocher, facilement. Ce qui serait humainement... Je crois qu'il y a du cas par cas qui est prévu. Et là, c'est la garde des Sceaux, vraiment, c'est sa prérogative. C'est du cas par cas qui est prévu? Écoutez, il me semble que c'est à l'étude. Nicole Belloubet s'est exprimée. Elle s'exprimera de nouveau. Le président de la République s'exprimera demain. Je crois que c'est pas à moi de gérer la question des prisons. Non, c'est pas la question des prisons, c'est la question des prisonniers. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Hein, c'est une question qui est, les prisonniers sont des dans prisonniers des prisons. Corses. Bien sûr. Des prisonniers corses. Vous parlez le corse d'ailleurs? Très mal, je sais dire kitsch et dope, ou ça veut dire qu'est-ce qu'il y a après, parce que ce que mon grand-père disait quand il voulait un dessert. Vous voulez savoir ce qu'il y a après? Volontiers, dites-moi. Tiens, si je vous parlais des djihadistes, des femmes djihadistes. Allons-y. Qu'en pensez-vous? 3 Françaises djihadistes qui ont été arrêtées en Irak. Oui, si ces Françaises, elles risquent la peine de mort. Oui. Si ces Françaises sont condamnées à mort, la France devra-t-elle intervenir? Écoutez, c'est un sujet qui est... Vous n'avez pas d'avis sur la question? Non, je vais vous répondre. C'est un sujet qui est... D'abord, peut-être une parenthèse, moi je veux bien avoir des avis sur tous les sujets qui sont ma prérogative. Mais là, c'est pas ma prérogative. Mais je vais vous donner quand même ma réponse. Sur les femmes djihadistes, c'est un sujet extrêmement délicat. Il y a plusieurs questions là-dedans. Là, la question, c'est est-ce qu'on traite les femmes djihadistes différemment des hommes djihadistes? Moi, je ne le crois pas. Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Je pense qu'il ne faut pas de traitement indifférencié. C'est aussi cela, l'égalité femmes-hommes. Je ne comprends pas au nom de quoi les femmes djihadistes devraient bénéficier de traitements différenciés par rapport aux hommes djihadistes. Donc ça, c'est une conviction personnelle que je vous livre. Oui. Donc la France doit-elle intervenir en cas de condamnation à mort? Là, je pense que c'est une question qui doit aussi se régler au cas par cas, mais je pense que si les conditions d'un procès équitable sont assurées à l'étranger, il n'y a pas de raison pour que la France intervienne. Pas de raison. Si les conditions d'un procès équitable sont réunies, je crois qu'il n'y a pas de raison. Le procès sera le procès. Et avec un risque de condamnation à mort, la France ne doit pas intervenir s'il y a condamnation à mort. Merci Marlène Schiappa d'être venue nous voir. Il est 8h55. Dans un instant, nous irons à Bruxelles pour ce procès hors norme qui commence aujourd'hui, celui de Salah Abdeslam, le premier procès du détenu le plus surveillé de France. On apprend à l'instant qu'il refuse de parler, il refuse de décliner son identité, il refuse également d'être filmé. À tout de suite.